tous. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Florence Buron qui va nous défendre son TFE intitulé, ça y est, il y a un gros machin devant, l'infographie. Mais eux, ils l'ont pas. C'est vrai? L'infographie, un contexte et une motivation pour apprendre la géométrie. Elle est l'unique finaliste de cette année, donc on espère qu'elle va obtenir le prix. Enfin, moi, j'espère pour elle qu'elle va obtenir le prix. Et je vais lui céder assez rapidement la parole parce qu'elle va nous faire travailler en atelier, si j'ai bien compris ce qui va se passer. Et voilà, ben, à toi la parole. Ça va. Merci. Donc, bonjour à tous. Comme l'annonce le titre de ce travail, il s'agit d'une séquence de cours qui utilise l'infographie pour enseigner les mathématiques. Alors, qu'est-ce que l'infographie? L'infographie est le domaine de la création d'images numériques. Donc, c'est le fait de créer des images sur l'ordinateur. Et donc, dans ce séminaire, je vais vous présenter une séquence que j'ai créée pour des élèves de 5e et 6e professionnels en section artistique. Le but est que ces élèves se rendent compte de l'importance et de l'utilité des mathématiques dans leur option artistique. Par ailleurs, le fait de proposer des activités alliant art et mathématiques accroît l'intérêt et la motivation des élèves, quel que soit le public. C'est pourquoi, en adaptant ces activités, elles peuvent être proposées à un public plus large, comme cela a d'ailleurs été le cas lors de mes expérimentations. Et cette séquence aborde deux grandes thématiques. D'abord les pavages et ensuite le développement de solides. Donc, entrons dans le vif du sujet, les activités. Les deux premières activités sont extraites du CREM. Donc, dans la première activité, les élèves vont découvrir ce qu'est un pavage à travers des photos de la vie quotidienne et des illustrations. Donc, ils vont déterminer les caractéristiques communes de ces images afin de définir le pavage. Dans la seconde activité, les élèves vont construire des pavages à partir de polygones réguliers découpés. Ils vont ensuite classer ces pavages en deux catégories, les pavages réguliers et les pavages semi-réguliers. Et enfin, ils vont donner les caractéristiques de chaque catégorie afin de pouvoir les reconnaître et les définir. Dans l'activité suivante, les élèves vont construire des pavages semi-réguliers sur GeoGebra. Donc, cela va permettre de les familiariser un peu avec le programme. Et ensuite, ils vont donner les transformations du plan qui gardent leur pavage invariant, ainsi que leurs caractéristiques. Donc, par exemple, si le pavage est invariant par une infinité de symétries centrales, les élèves doivent dire où sont placés les centres de symétrie. Alors, à ce stade de la séquence, je propose plusieurs ateliers permettant de découvrir différentes méthodes de construction des pavages. Dans cette partie, on s'intéresse uniquement aux pavages formés de pavés tous isométriques. Donc, on a toujours le même motif. Et grâce à ces méthodes, on peut construire des pavages très particuliers qui peuvent devenir de véritables œuvres d'art. C'est assez créatif. Alors, je vous propose de vivre ce premier atelier. Je vais distribuer à chacun un triangle équilatéral et je demanderai à ceux qui sont à distance de bien vouloir en découper un eux-mêmes. Peu importe la taille, il faut juste que ce soit quand même assez grand pour le manipuler. Et donc, une fois que vous avez votre triangle, vous allez devoir découper une partie d'un côté du triangle et replacer cette partie autre part afin de créer un motif capable de paver le plan. Donc, vous pouvez utiliser du scotch pour coller votre petit morceau découpé. Vous pouvez effectuer plusieurs découpages sur le triangle. Et une fois que vous êtes satisfait de votre motif, vous allez vous servir de votre motif comme gabarit pour construire le pavage. Donc, vous dessinez les contours sur une feuille, vous repositionnez votre motif et vous refaites les contours. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous avez tous réussi à créer un motif capable de paver le plan? Oui. Okay. Et maintenant, j'aimerais bien que vous me dites la transformation qui a été appliquée pour créer ce motif. Donc, qu'est-ce que vous avez appliqué comme transformation du plan au petit morceau découpé? Une rotation et une translation.
Ah non, motif découpé. Le Non, petit motif le découpé. petit- Le petit le motif petit morceau qui a découpé. été Le petit morceau découpé. Moi, Ouais. je l'ai remis par symétrie centrale de l'autre côté, sur le même côté. par un coin, enfin, par un sommet de l'ancien triangle, tu peux faire une rotation de Oui, oui, oui. 300 degrés. Ok. Ou alors, Je je n'ai fais pas compris la symétrie centrale, Christine. De 60 dans Sur le motif que j'ai découpé, je l'ai remis par symétrie centrale sur le même côté. Et le centre, il est où? Au milieu, la symétrie centrale est au milieu du côté. Ok, le centre est au milieu du côté. Je pense que ça marche. Il me semble que ça marche. Donc en fait, alors, comme une personne l'a dit, on peut appliquer une rotation de 300 degrés ou de 60 degrés, dont le centre est un sommet du triangle. Et dans ce cas-là, ben, on a deux côtés qui ont été transformés et le troisième côté n'est pas transformé. Et donc, la question que j'avais posée à certaines personnes de l'atelier, c'était est-ce que c'était possible de transformer ce troisième côté, enfin, qui est aussi une transformation sur celui-là. Et on voit que si on applique le même procédé à deux côtés en plus, ben, ça ne fonctionne pas, parce que le motif ne permet plus de pavé plan. Mais par contre, comme Christine l'a dit, non, on peut effectuer une symétrie centrale dont le centre est le milieu du côté. Et dans ce cas-là, ben, on peut appliquer ça uniquement sur un côté. Et ici, ça a été appliqué sur les trois côtés. Bon, C'est joli, hein? donc, on arrête ici pour cet atelier, mais normalement, il y a une seconde partie. Et dans cette seconde partie, je demande aux élèves si c'est possible de paver le plan avec des triangles quelconques, tous isométriques. Et pour cette partie, je leur demande d'utiliser GeoGebra. Et donc, ils arrivent à la conclusion qu'on peut paver le plan avec des triangles quelconques, tous isométriques, en appliquant uniquement des symétries centrales, ou bien des combinaisons de symétrie centrale et de symétrie orthogonale. Mais lorsqu'on a uniquement des symétries orthogonales, bah, ça ne fonctionne pas, sauf si le triangle de départ est un triangle particulier. Donc ici, on voit que, donc en bas à droite, on a un pavage avec des triangles rectangles isocèles. Et là, on a uniquement des symétries orthogonales. Et pour aller un peu plus loin, voici quelques exemples de pavage avec des triangles. Donc, dans le premier, les triangles sont moitié de triangle équilatéral. Dans le second, ce sont des tiers de triangle équilatéral. Et le dernier, c'est un pavage non périodique. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas conservé par translation. Donc, c'est le premier depuis le début de cette séquence. Et donc, au centre de ce pavage, on a un dodécagone formé de 12 triangles isocèles. Et c'est grâce à ces triangles isocèles qu'on peut paver le plan. C'est pas garanti d'office, hein. C'est une bonne juxtaposition, mais c'est pas garanti d'office que ça va marcher. Hein. Parce que la rosace, ça grandit chaque fois. Est-ce que ça va bien chaque fois se refermer, quoi? Ben, on pourrait poser la question aux élèves. Et donc, dans le second atelier, ici, les élèves reçoivent des parallélogrammes, tous isométriques. Et dans un premier temps, ils doivent construire plusieurs pavages à partir de ces parallélogrammes, parce que contrairement au triangle, il y a plusieurs types de pavages possibles. Et pour chaque pavage, ils vont devoir donner les transformations du plan qui permettent de passer d'un parallélogramme à l'autre et les transformations du plan qui gardent leur pavage invariant. Donc ici, on a deux exemples, mais il y en existe d'autres. Dans le premier, on peut passer d'une figure à l'autre par des symétries centrales ou des translations. Et dans le second, on retrouve les mêmes transformations pour certaines figures, mais pour d'autres, on a en plus des symétries orthogonales. Donc ici, c'était juste pour vous montrer quelques exemples de pavages différents. Ça fait un effet de déformation optique. Oui, un effet de déformation optique. Hein. Celui du milieu, il est troublant. Hein. Il est vraiment troublant. Et donc, comme pour les triangles, les élèves doivent découper une partie d'un côté du parallélogramme et la replacer autre part, sans la retourner,
afin de créer un motif capable de paver le plan. Ils peuvent effectuer plusieurs découpages et à la fin, ils donnent la transformation appliquée à ce petit morceau découpé pour créer le motif. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une translation et selon le vecteur de translation, on peut créer des motifs créatifs. Un beau propos. Ah oui, je savais pas. Oui, c'est des petits... Putain, c'est beau. Alors, pour l'atelier numéro 3, ici, les petits carreaux suivants sont appelés des azulejos. Ce sont des petits carreaux de faïence peints et émaillés qui décorent les maisons, les gares et les églises en Espagne et au Portugal. Et la particularité est que, quelle que soit la façon dont on les assemble, les couleurs se prolongent d'un carreau à l'autre. Et l'artiste Eduardo Neri les assemble de sorte à créer des motifs symétriques. Donc, voici quelques exemples de ces œuvres. Alors, les élèves vont recevoir quelques azulejos et ils vont devoir déterminer pourquoi les couleurs se prolongent d'un carreau à l'autre dans tous les cas. Ensuite, ils vont créer leurs propres azulejos et laisser libre cours à leur imagination pour construire leur pavage. Et enfin, ils vont donner les transformations du plan qui gardent leur pavage invariant. Alors, on a fini avec les ateliers. Ici, on reprend avec les activités. Donc, les élèves vivent maintenant une activité de recherche. Ils doivent trouver un artiste, un monument ou une culture qui met en avant les pavages. Ils réalisent une brève biographie de l'artiste ou un texte explicatif à propos du monument ou de la culture et ils analysent 3 œuvres de leur choix. Pour chaque œuvre, ils doivent trouver le plus petit motif qui pave l'œuvre, les transformations du plan qui sont appliquées à ce motif pour créer le pavage et les transformations du plan qui gardent leur pavage invariant. Enfin, ils vont présenter une seule œuvre devant le reste de la classe. Et donc, cette activité a pour objectif de développer l'autonomie des élèves à travers un travail de recherche qui va mobiliser des compétences transversales. Donc, cette activité vise à la fois des compétences en mathématiques liées aux transformations du plan, mais également en français, dans la découverte, dans la biographie, l'analyse et lors de la présentation orale, et enfin en art, dans la découverte de nouveaux artistes et de nouvelles cultures. Donc, dans cette activité, les élèves vont vraiment élargir leur culture artistique. Alors, je vais maintenant donner quelques exemples. Je ne vais pas développer autant que ce qui est demandé aux élèves lors des présentations, mais c'est plutôt pour vous donner un aperçu des sujets qui peuvent être abordés. En architecture, les pavages sont très présents dans l'art islamique, comme le témoignent les mosaïques de l'Alhambra, une cité de palais à Grenade en Espagne. Et la construction de ces palais date du XIIIe siècle. À cette époque, les pavages sont abstraits, les pavés sont toujours des formes géométriques. Et par la suite, l'artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher est venu visiter ces palais et ça l'a inspiré pour créer ses propres pavages. Et la particularité des pavages d'Escher est que les pavés sont figuratifs, donc ce sont des personnages. Et il est le précurseur de ce type de pavage. Actuellement, de nombreux graphistes s'inspirent d'Escher et de sa méthode pour créer leurs propres œuvres. On a par exemple l'illustratrice néerlandaise Renée van den Kerkhoff et le graphiste allemand Henk Winiger qui crée d'abord des pavages en 2D et s'en sert ensuite pour du design en 3D. Donc on peut le voir dans ces tablettes de chocolat et les gens en bois pour enfants. Ouais, c'est du chocolat. Vraiment, ouais, d'avoir des morceaux. Pour détacher un mouton, il faut être doué. Il faut, c'est génial pour les enfants. Ouais. Réactiver la vidéo en haut. Qu'est-ce qu'il en faut haut, tu faire? dois réactiver la vidéo. J'appuie où? Sur vidéo. Ah oui, tiens. Ok. C'est bon? Ah, il y a un souci. Ah oui. Ça, on n'a rien fait. Ben non, on n'a rien touché. Non, mais c'est peut-être le. Après, Non, ça fonctionne toujours pas. mon visage, ce n'est pas très grave. Hein, voilà. Pour le moment, il n'y a pas de problème, on regarde le diapo. Hein. Oui, Bon, mais je coupe la vidéo, du coup. Ouais. oui, c'est pas grave. Ça fait des flashs, c'est très bon. Ok. Ok.
Alors, ici, j'aimerais bien faire le parallèle entre l'art et les pavages. Donc, c'est une petite parenthèse, mais avant le 19e siècle, les artistes cherchaient surtout à représenter la réalité et peignaient des portraits des personnages. Mais avec l'apparition de la photographie au 19e siècle, ils n'avaient plus tellement d'intérêt de représenter la réalité. Ils ont donc voulu trouver leur propre représentation unique de cette réalité, et c'est ainsi que sont nés de nombreux mouvements artistiques, comme le cubisme, l'art abstrait, l'art optique, le suprématisme, qui mettent en avant la géométrie dans des œuvres abstraites. Eh bien, pour les pavages, c'est l'inverse. On a d'abord commencé par des pavages formés de pavés abstraits, et c'est seulement avec Escher qu'on est passé à des pavés figuratifs. Alors, pour terminer cette partie sur les pavages, les élèves vivent une activité qui a pour but de découvrir le théorème suivant: tous les quadrilatères peuvent paver le plan. Cette activité se déroule en différentes étapes. Tout d'abord, le professeur demande aux élèves avec quel quadrilatère peut-on paver le plan, et il précise que tous les quadrilatères doivent être isométriques. Donc, il leur demande de dessiner un maximum de pavages avec des quadrilatères isométriques. Et naturellement, on s'attend à ce que les élèves utilisent des quadrilatères qu'ils connaissent, comme le carré, le rectangle, etc. Et c'est là que le professeur va leur demander si on peut paver le plan avec des quadrilatères quelconques. Et il leur demande d'utiliser GeoGebra pour répondre à cette question. Donc, certains élèves vont y arriver et donner les transformations du plan nécessaires pour paver le plan avec des quadrilatères quelconques. Grâce à GeoGebra, comme on peut modifier les sommets du quadrilatère de départ, on sent bien que ça va fonctionner dans tous les cas. Et donc, on arrive à la conclusion que tous les quadrilatères peuvent paver le plan. Mais il faut encore le démontrer. Et donc, pour ça, les élèves doivent prouver que les côtés des quadrilatères coïncident et que la somme des amplitudes des angles entre chaque nœud vaut exactement 360 degrés. Et à la fin de cette activité, je propose un fichier animé sur GeoGebra qui illustre la méthode de construction du pavage. Donc ici, on sent bien que ça va continuer et avec lequel on peut bien, qui permet de prouver qu'on a bien un pavage, donc avec les couleurs et les transformations. Alors, à la fin de la partie sur les pavages, les élèves travaillent le développement de solides. Donc, pour introduire cette partie, le professeur parle du projet final de la séquence qui consiste à créer un packaging pour un produit. Et pour créer ce packaging, les élèves ont besoin de savoir faire des développements de solides, d'où le reste de la séquence. Alors, dans la première activité, on fait un rappel des solides dont les élèves se souviennent, ainsi que de leurs caractéristiques. Ensuite, par groupe, les élèves vont recevoir 4 solides et ils vont devoir faire leur développement en taille réelle. Enfin, ils vont les assembler pour vérifier leur construction. Dans l'activité suivante, les élèves vont refaire le développement de ces 4 solides, mais sur Illustrator cette fois. Et le logiciel Illustrator est un programme d'illustration vectorielle utilisé par les graphistes, notamment dans la création de packaging. Mais si on veut donner cette activité à un public qui n'est pas en section artistique, on peut leur demander de faire le développement sur GeoGebra ou enlever cette partie sur ordinateur. Alors, les élèves sont maintenant prêts pour concevoir leur packaging. Donc, ils doivent trouver un concept. D'abord, ils choisissent le type de produit qu'ils veulent. Ils imaginent un nom et ils trouvent leur concept de packaging. Et dans ce projet, les élèves vont vraiment réinvestir tout ce qu'ils ont appris à travers les différentes activités. C'est pourquoi ils ont comme contrainte d'intégrer un pavage au design de leur packaging. Et comme dit précédemment, le but est que les élèves se rendent compte de l'utilité des mathématiques dans leur option artistique. Et ici, ils sont mis en situation réelle dans la peau d'un graphiste et ils ont besoin des mathématiques pour construire leur packaging. Donc, la réalisation passe par différentes étapes. Il y a d'abord la conception, puis les croquis en perspective cavalière, le développement du solide et l'assemblage du packaging en 3D. Et enfin, les élèves vont présenter leur projet au reste de la classe. Et comme les élèves sont en 5e et 6e professionnels en section artistique,
l'école les forme à entrer directement dans la profession. Ils vont donc devoir créer un fichier pour l'imprimeur, ce qui implique que le développement est réalisé sur Illustrator, donc le programme dont j'ai parlé. Mais cependant, si on veut proposer cette activité à un public plus large, on peut le faire dans une séquence sur le développement de solide. Et dans ce cas, on enlève la contrainte du pavage et le développement se fait uniquement sur papier. C'est ce qui a d'ailleurs été le cas lors de mes expérimentations. Et pour le temps qu'il nous reste, je vous propose de vivre cette activité, donc de laisser libre cours à votre imagination pour créer votre packaging. Et donc, vous pouvez travailler aussi bien seul ou par petits groupes. Donc, je propose que ceux qui sont chez eux, à part s'ils sont plusieurs, travaillent seuls. Et ceux qui sont ici en présentiel peuvent travailler par 2, par exemple, ou par 3. Et voilà. Donc, choisissez un produit et lancez-vous dans une création de packaging. Donc, vous avez à votre disposition du papier de couleur et du matériel pour découper et coller. Donc, voilà. Alors, je vais maintenant vous montrer quelques exemples des travaux qui ont été réalisés. Donc, voici quelques exemples de travaux de 3e technique de qualification à Saint-Luc. Avec eux, l'activité a duré 5 heures de cours, donc 4 heures de recherche et de réalisation et 1 heure de présentation. Les questions qui ont posé problème étaient les suivantes. Donc, une élève qui construisait un prisme droit à base triangulaire ne savait pas quel était l'angle des faces latérales. Elle n'avait pas non plus mis la même hauteur pour toutes les faces latérales. Donc, son travail lui a permis de se confronter aux caractéristiques des prismes droits. Et une autre élève ne savait pas où placer les rabats de son packaging parce que, comme vous avez pu le constater, en plus de devoir créer le développement du solide, il faut aussi imaginer comment le fermer et l'ouvrir. Donc, ce n'est pas évident. Et après mes expérimentations, j'ai demandé l'avis des élèves sur l'activité qu'ils venaient de vivre et j'ai été très agréablement surprise. Donc, l'activité leur a beaucoup plu pour diverses raisons. Évidemment, son aspect artistique et créatif a joué un rôle important. Donc, les élèves ont apprécié qu'on laisse place à l'imagination de chacun et qu'il n'y ait pas de contraintes au niveau du matériel et du sujet. Une élève pensait que la création de packaging serait trop difficile pour elle. Et à la fin de ce projet, elle était fière d'avoir su relever ce défi. Elle a même dit qu'elle avait apprécié réaliser ce travail, que ce travail lui avait fait prendre confiance en elle et qu'elle allait créer d'autres packaging pour offrir des cadeaux à ses amis. Et un autre élève, habituellement moins studieux, a dit qu'il n'aurait pas réalisé ce travail si la consigne avait été de faire uniquement un solide et son développement. Donc, le contexte réel l'a beaucoup inspiré et motivé. Et je voulais également ajouter qu'un élève a réalisé le design d'une boîte de préservatifs. Et lors des présentations, il a fait un petit discours de sensibilisation au MST et il a distribué des préservatifs aux autres élèves de la classe. Et j'ai trouvé ça vraiment super chouette qu'une activité du cours de maths ait rendu possible ce type d'intervention qui est particulièrement pertinente pour des élèves de cet âge puisqu'ils avaient 15 ans, donc c'était incroyable. Enfin, voilà. J'ai également pu faire vivre cette activité en AESI aux professeurs et aux étudiants. Avec eux, elle a duré entre 1h30 et 2h. Et certains étudiants ont eu recours à Pythagore et à de la trigonométrie. Et les questions qui ont posé problème étaient les suivantes. Comment faire en sorte que le capuchon du diamant soit légèrement décalé par rapport à sa pointe? Est-ce que c'est possible de faire le développement d'une sphère pour un packaging en forme de bonbon? Et sinon, pour faire le développement d'un cône, est-ce que la face courbe est un triangle? Pour la boîte en forme de maison, comment faire en sorte que la boîte s'ouvre par le dessus et que le toit tienne sur la boîte? Pour faire une boîte en forme de cœur, si on met 2 cœurs, quelle sera la figure qui va relier les deux? C'est ici un peu la même chose pour les étoiles. Et comment faire le développement d'une pyramide non droite à base hexagonale. Et donc, les professeurs et les étudiants ont beaucoup apprécié cette activité. Certains étudiants ont cherché à se mettre des petites contraintes et à relever des défis.
Et cette activité permet vraiment de gérer des niveaux différents puisque ce sont les étudiants qui choisissent eux-mêmes leur projet. Et pour terminer, j'ai créé un site internet de mon TFE où je mets en ligne mes activités afin que tout le monde puisse y avoir accès. Et sur ce site, je propose 2 vidéos où j'illustre la construction de pavage sur Illustrator et la création de packaging sur Illustrator. Et donc, pour le temps qui reste, je vous propose de voir une vidéo. Oui, oui. Clash, c'est TFE ISPG. Ça va? Je peux vous montrer la vidéo. C'est ça? Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. C'est pas partagé? Ah, je vais en bas. Et écran, ouais. Ok, partagé. Ça va. Je mets la vidéo. Là, on voit. Ok.
Ok. Et donc, ici, c'est le site internet où on retrouve les différentes activités. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai fait ça avec des élèves de 3e technique de qualification à Saint-Luc, donc dans le secteur artistique. Mais à la base, je voulais vraiment que cette séquence, ce soit pour les 5e et 6e professionnels, parce que l'Illustrator, c'est vraiment à cet âge-là qu'ils peuvent l'utiliser. Dans les premières activités, là, sur les pavages, est-ce que c'est le moment d'argumentation pour savoir pourquoi ça fonctionne quand on fait le découpage, on recolle comme ça on veut? Oui, forcément, on essaierait de comprendre comment ça fonctionne. Mais voilà, ici, forcément, je n'avais pas le temps. Oui, tu n'as pas il faudrait qu'on comprenne que on applique aux petits morceaux découpés la rotation parce que lorsqu'on veut créer le pavage, c'est à partir d'une rotation qu'on peut le faire, qu'il y a aussi la symétrie centrale parce que justement le pavage peut être fait grâce à des symétries centrales. Enfin, voilà, on aurait pu et voir aussi les cas qui ne fonctionnent pas. Donc quand on met quand le petit morceau a été un peu translaté sur le côté, voilà, voir un peu plus ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais ici, comme vous connaissez déjà bien, forcément, vous avez fait des cas qui fonctionnent. Mais non, la seule activité que j'ai vraiment testée, c'était le packaging. J'ai pas pu tester les autres stages. Il y a des gens qui ont des questions. Ah, c'est gentil. Moi, je n'ai pas spécialement de questions. Anne non plus n'a pas de questions. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des contacts avec les professeurs de cours d'infographie ou des cours artistiques des sections? J'ai pas spécialement pu avoir des contacts parce que malheureusement, comme c'était le Covid, en fait, j'avais discuté avec ma maître de stage à Saint-Luc et comme il y avait des jours où on venait et des jours où on était à distance, justement, ça ne matchait pas avec c'était les 3e, 4e pour certains jours et les 5e, 6e pour d'autres jours. Et donc, à cause du Covid, je n'ai pas pu en discuter. Donc, voilà, c'était un peu délicat. J'aurais pu aller plus loin si les circonstances étaient différentes. Mais déjà, rien qu'en donnant cette activité en cours de maths, comme les étudiants étaient en section artistique, déjà, ça les intéressait vraiment plus d'assister à ce type d'activité. Ils voyaient plus de liens avec leur formation. Et donc, même s'il n'y avait pas de partenariat avec un autre cours, déjà dans le cours de maths, c'était déjà pertinent et bien pour eux. Merci. Ça, c'est vrai que je n'en doute pas que c'était déjà pertinent au niveau du cours de maths. Mais c'est vrai que parfois, faire des liens avec les autres cours, ça peut être très chouette aussi. Mais je comprends bien que ce n'était pas possible. Oui, mais voilà. Mon but, c'était vraiment de créer un partenariat entre différents cours pour que plus dans le cours de maths, on se serait attardé davantage sur l'aspect technique. Et dans le cours d'infographie, ils auraient vraiment poussé au maximum le design de leurs produits. Parce qu'ici, dans les projets,
je m'attardais plus sur est-ce qu'ils ont bien fait le produit et pas spécialement le design. Je les laissais vraiment libres pour leur design et j'étais vraiment très contente parce que ils avaient fait des chouettes projets, quoi. Ouais. Et pour les matériaux aussi, il y avait une fille qui voulait mettre du tissu en jean. Il y en avait une qui a mis des petits strass pour faire une boîte de rouge à lèvres. Enfin, c'était vraiment assez original. Il y en avait une qui avait peint sa boîte. Donc, on avait un peu de tout et c'était chouette. Pas de questions particulières. On va peut-être clôturer. On va clôturer. Alors, on va téléphoner, enfin, on va se mettre en contact avec Anne et on va. Oui. C'est le principal alors. Ouais, je suis contente. Ouais. Bon.